Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. On ne cesserait jamais d'en parler dans nos communautés, dans nos écoles, nos églises, nos maisons, nos quartiers et même dans nos entreprises. Tout le monde peut être victime de violences et en allant beaucoup plus loin de violences basées sur le genre. De l'illusion de belles rencontres, de beaux contrats, on peut donc venir nager dans un tourbillon mouvementé d'agressions sexuelles, de violences physiques, de violences verbales et autres. Et même si aujourd'hui la justice dispose d'un arsenal pour protéger les victimes et les survivantes, elles se font face à certaines réalités dans leur communauté, que ce soit la famille proche ou la famille élargie, que ce soit également les communautés religieuses ou coutumières. Alors, comment se fait la gestion de ces cas de violence basés sur le genre dans nos communautés? C'est de cela que nous allons parler juste après le jingle. De retour sur le plateau, comme vous le savez, je ne suis jamais seule pour ces séquences 6 minutes de débat, de discussion intéressante. Je suis avec mes pères jeunes et à ma droite, je suis avec Péli Landry Adjeroda. Bonjour Landry. Bonjour Dorcas. Comment tu vas? Super bien, vous. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Landry, il est activiste, humaniste. Il est l'actuel coordinateur de l'ONG Coup de pouce Chaîne de l'Espoir Nord-Sud, actuel secrétaire général de Youth Panel Lomé. Et il est également l'initiateur de l'événement phare que vous suivez donc chaque année, le Forum de la jeune fille. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est le Forum de la jeune fille? En fait, le Forum de la jeune fille, c'est une initiative qui a pour but de valoriser la jeune fille dans toute sa splendeur, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la culture générale et tout. Je pense que cette initiative vient en point nommé pour soutenir tout le grand travail que tous les activistes font pour la lutte pour l'égalité genre en fait. Voilà. D'accord, super. Alors à ma gauche, je suis avec donc cette splendide dame. Les habitués de l'émission la connaissent très bien. Adamado Awefa Fidèle, elle est spécialiste genre. Elle est également chargée de l'engagement des jeunes. Bonjour Fidèle. Bonjour Dorcas. Comment va la métisse? Bien. Bien, super bien. Et toi? Je vais super bien, sauf que je ne suis pas métisse. Ah, ok. Mais ça viendra, Dieu fera. Espérons. Alors, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, avant de commencer les discussions, nous voulons faire 30 secondes de silence pour commémorer donc la mémoire de ces victimes, de ces violences basées sur le genre, de peu importe les formes, dans tous les pays que cela se soit. Donc, derrière vos postes téléviseurs, nous vous demandons également d'honorer leur mémoire avec donc 30 secondes de silence, s'il vous plaît. Et cela va donc se suivre avec 30 secondes également d'acclamation pour ces personnes-là qui sont des survivantes. On l'appelle donc des survivantes, ces guerrières-là qui aujourd'hui sont dans l'arsenal judiciaire en quête donc de justice. Sachez que nous sommes avec vous, nous croyons en vous, vous n'êtes pas coupables, vous êtes juste des victimes et nous savons que vous n'avez pas tort. Donc on est là, on vous encourage énormément à poursuivre donc la quête de cette justice parce que vous le méritez. Vous le méritez, donc on est là avec vous, on vous envoie beaucoup d'énergie. Alors, notre spécialiste genre, aujourd'hui nous voulons parler donc des violences basées sur le genre. J'avoue que c'est ton domaine, alors il s'agit de quoi exactement lorsque nous parlons des violences basées sur le genre? Alors, quand on parle de violence basée sur le genre, c'est tout acte délibéré, que ce soit un abus de pouvoir, que ce soit une force physique, qu'on exerce sur une personne en raison de son identité genre. On va faire tout comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? On fait la violence sur la... Bon, c'est quoi le genre d'abord? Peut-être ça nous permet de mieux comprendre la définition. Le genre, c'est tout ce qui est attribution de la part de la société, enfin, par rapport à un sexe, plus exactement, le fait qu'on me dise, moi, par exemple, en tant que femme, je dois savoir cuisiner, je dois faire les tâches ménagères, la distribution des rôles qui est faite par la société
en fonction du sexe que j'ai ou en fonction du sexe que Landry a, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, lorsqu'on parle des violences basées sur le genre, Landry, tout bonnement comme ça, peu importe la personne, mais lorsqu'on lui parle des violences basées sur le genre, on a cette impression que ce sont les femmes, que ce sont les filles qui sont concernées. Est-ce que c'est vrai, ce postulat? Généralement, la plupart, il y a les filles qui sont concernées, mais aujourd'hui, il y a aussi les hommes qui sont concernés. Je passe sur le coupole de ma collègue. Il y a cette violence basée sur les gens-là qui touche toute la communauté, que tu sois femme, fille, garçon, homme. Tu es dedans en fait, vous êtes dedans. C'est très vaste et ça touche toute la communauté, on peut dire. D'accord. Mais si tout le monde est concerné, pourquoi on a cette impression-là que ce sont les femmes et les filles qui sont victimes? Parce que lorsque tu en parles, on va toujours dire « Ah, ce sont toujours les problèmes de femmes, etc. » et tout. Oui, c'est à cause de la répartition du pouvoir. Et nous savons que nous sommes dans un monde patriarcal où la plupart des pouvoirs sont détenus par les hommes. Et donc, les hommes subissent certes des violences, mais les femmes sont susceptibles plus aux violences basées sur le genre. C'est pourquoi on entend plus parler de violences basées sur le genre, sur les femmes que sur les hommes. Et on ajoute à ce que Landry vient de dire, il n'y a pas que la fille ou bien les jeunes filles qui sont plus vulnérables. Il y a, on parle d'intersectionnalité par exemple, il y a tellement de couches de personnes qui sont touchées par cette violence basée sur le genre, comme les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes qui sont dans une certaine précarité, les personnes qui sont en situation de guerre. Tellement de personnes qui subissent ces violences basées sur le genre en fonction de la spécificité de leur cas. Voilà. D'accord. Alors, ça donne l'impression que tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné. Donc finalement, si tout le monde subit des violences, alors qui les commet? Cette question, c'est vraiment important en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les violences basées sur le genre, on ne peut pas indexer une personne ou bien des entités qui le commettent. C'est en fait, je sais pas trop, c'est le sens de la communauté en fait. Je peux aujourd'hui être celui qui le fait et demain en même temps être le victime de la victime en fait. Donc je peux dire aujourd'hui que le fait de commettre ces violences basées sur le genre, il n'y a pas une catégorie de personnes aujourd'hui qu'on peut indexer pour dire oui, voilà, c'est eux qui le font en fait. Mais c'est tout un cheminement des normes, croyances, stéréotypes qui font qu'aujourd'hui, une personne aujourd'hui peut être cette personne-là qui commet cette violence basée sur le genre sur une autre personne et en même temps aussi, comme je l'ai dit en amont, être aussi cette victime-là en fait. Donc ça veut dire que nous sommes à la fois des victimes et des auteurs à tout temps. Exactement. Mais comment on est arrivé? Bon, on se pose la question, est-ce que c'est aujourd'hui que ce sujet est d'actualité ou est-ce que depuis la nuit des temps, les violences ont toujours existé? Oui, depuis la nuit des temps, les violences ont toujours existé, mais en prenant d'autres formes. Aujourd'hui, nous voyons d'autres formes de violences émerger. Donc, les violences ont toujours existé depuis la nuit des temps. Et pas forcément en fonction, par rapport au genre, mais en fonction de la couleur de peau, en fonction de une certaine vulnérabilité, comme je venais de le dire. Donc, les violences ont toujours existé depuis la nuit des temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, le pourquoi on est susceptible qu'on fasse violence sur nous et en même temps d'être des personnes, bien des acteurs de violence, c'est parce que c'est avec cela en quelque sorte qu'on nous éduque en fait. C'est devenu très pratique pour nous de l'exercer, de te dire un mot par exemple, tu as Dorcas, sans y penser, parce que naturellement c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc voilà le pourquoi on ne peut vraiment pas quantifier ou bien pas détecter toutes les violences qu'on se fait entre nous à chaque fois ou bien à chaque instant. Ça veut dire qu'il y a quand même des micro-violences, que ce soit dans nos paroles, les petites taquineries, etc. et tout. Bien et sûr. avec le temps, on a l'impression que ça rentre dans notre manière d'être. C'est une habitude, ça a toujours été comme ça. Alors qu'en réalité, ce sont des violences que nous sommes en train de perpétrer contre nos proches. Donc, ça veut dire que c'est une question qui est assez subtile. Donc, je ne peux pas savoir si je te fais violence ou pas. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quand même des manières d'identifier peut-être les différentes formes de VBG qui existent? Oui, comme tu l'as dit tout de suite, c'est subtil, mais aussi il y a des fois, c'est détectable. Et souvent, je prends le cas des femmes, souvent les violences basées sur le genre liées aux femmes ou aux jeunes femmes sont vraiment détectables dans la mesure ou bien dans le sens où on les indexe directement sans le savoir et ça fait vraiment mal. Je donne un exemple la dernière fois lorsqu'on était au boulot, il y avait
un monsieur qui était venu, il voulait avoir des renseignements. On lui a dit, voilà, c'était cette dame qui allait te donner des renseignements. Elle a dit, si c'est une dame, je ne peux pas. Je dois repartir. Techniquement, c'est quelque chose que lui, il a trouvé normal. Mais moi, je peux le classer comme une violence qu'il a fait envers ma collègue, en fait. Vous voyez? Donc, je peux dire aujourd'hui que il y a certains qui sont subtils, qui ne se font pas voir, et d'autres qui font vraiment mal. Et souvent, c'est la personne sur qui vous le commettez qui le sent, en fait. Et souvent, quand tu dis à quelqu'un que tu as fait violence sur moi, il te dit en même temps, oh, je ne l'ai pas fait exprès, je ne sais pas. Que c'était une violence. Oui, parce que comme l'a dit ma collègue, les gens l'ont normalisé, l'ont dit, voilà, c'est dans l'habitude de tout le monde, en fait. Voilà. D'accord. Alors, Fidèle, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à cette lutte, que ce soit également la Ligue des droits des hommes, la Ligue des droits des femmes en particulier, les mouvements féministes, etc. et tout. Est-ce que personnellement, tu sens qu'il y a une avancée sur la thématique? Oui, beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on voit des lois qui protègent plus les femmes et autres. On voit les centres d'écoute qui sont là d'une manière ou bien d'une autre. Il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup aussi de plaidoyer qui est fait. Donc, il y a tellement d'évolution. Juste que ça ne suffit pas pour pouvoir vraiment dire que les violences n'existent plus ou bien pour transformer maintenant la mentalité des gens à pouvoir éviter ces violences-là. Donc, il y a des mécanismes qui sont là pour pouvoir protéger et accompagner les victimes. Mais il reste toujours à faire pour pouvoir atteindre la transformation. Ou bien nous parlons de gens transformatifs, de la transformation des mentalités pour pouvoir permettre aux gens d'éviter ces violences assez subtiles qu'ils soient dans notre communauté. D'accord. Mais pourquoi cela persiste malgré qu'il y a donc des sensibilisations? On sait que tout le monde peut être touché, tout le monde peut être victime. Et il y a des mouvements, même la loi également, qui punit sévèrement ces actes. Mais cela persiste toujours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas peur de la loi? Est-ce qu'on n'a peut-être pas confiance à ce que la loi soit appliquée? Ou mais quelles sont les raisons qui soutiennent donc l'existence toujours, mais la persistance de ces violences? Il faut savoir que l'être humain, c'est l'être le plus magnifique qui peut, je ne vais pas dire difficile, je ne vais pas dire quelque chose où on va dire j'ai insulté, le plus magnifique qu'il soit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on trouve des moyens pour pouvoir contrecarrer quelque chose, il trouve aussi de meilleurs moyens pour pouvoir contourner cela. Des mises à jour. Oui, des mises à jour à chaque temps. Il y a certes des lois, mais l'être humain trouve les moyens aussi de contourner ces lois-là. Et il faut savoir qu'une étude menée a trouvé que 65% des violences que les femmes subissent sont faites par l'entourage. C'est-à-dire la personne que tu connais le plus, la personne que tu chéris le plus, la personne à qui tu tiens le plus. Et c'est compliqué de dénoncer cette personne-là. La personne, supposons, je touche du bois et que c'est ton père. Ouais. Cette personne-là que tu chéris le plus, ton papa en fait, que tu appelles papa chaque temps à la maison, qui te fait subir une violence. Comment dénoncer cette personne-là? C'est compliqué. C'est très compliqué. Surtout dans cette société dans laquelle nous vivons. Comment dire aux gens, comment dire à la société, la communauté, que tu as dénoncé ton père? On te dira, ben, tu n'es pas morte. Après tout, c'est ton père. C'est ton père après tout. Mais comment tu vas faire face à la société? Même le juge devant lequel tu vas aller dire ça, comment tu vas te sentir? Donc, ces choses font qu'au final, c'est compliqué de dénoncer. C'est plus facile de dénoncer quelqu'un que tu ne connais pas. Sauf que la personne que tu ne connais pas, des fois, est la personne qui te protège le plus, qui ne connaît pas tes faiblesses pour pouvoir savoir par où t'avoir. Donc, malgré les efforts qui sont faits, il y a ce sentiment-là. Nous savons que l'être humain, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Ce sentiment, l'entourage, les normes, les stéréotypes, tout ce qui entoure cela, qui font que ça n'avance pas comme on le veut. D'accord. Voilà. Alors, Landry, qu'est-ce que tu as par rapport à la persistance de ce fléau? Est-ce que c'est toujours le poids de nos communautés seulement qui tiennent cela, malgré qu'on sait que c'est quelque chose de mauvais? Je vais aller dans le même sens que ma collègue. Il faut savoir, Fidèle, excuse-moi. Tu veux qu'on appelle ton numéro sur le plateau? Oui, c'est Fidèle. Beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est là, mais dont on ne parle pas souvent, c'est qu'on dit que l'éducation africaine elle est différente des Européens. Donc, c'est très difficile à quelqu'un maintenant, comme l'a dit Fidèle, d'aller dénoncer son père, sa mère maintenant. Comme l'a dit aussi Fidèle, il y a 65% de ces violences qui sont faites par nos entourages. Et tu t'imagines maintenant venir devant quelqu'un pour lui dire que ton père t'a fait ci,
on va te dire oui, l'éducation ne nous permet pas, c'est ce que nous regardons sur les réseaux sociaux qui nous permet de... C'est comme si tu mettais la honte, tu t'as fait. Exactement. Exactement. Et tu ne sais pas faire, tu vas encore avoir des séquelles. Tu ne vas plus vouloir sortir, on va te mettre à l'écart. Il y a tous ces genres de paramètres qui font qu'aujourd'hui, malgré tout ce que l'État fait, l'État a mis des garde-fous, l'État a sorti des lois. Mais il faut dénoncer. Et dénoncer aujourd'hui, c'est le truc le plus difficile. Aujourd'hui, la personne a peur, il réfléchit beaucoup, il ne veut pas être celle-là, bien celui-là qui... Voilà, et qui sort du lot, il ne veut pas qu'on dise que oui, c'est lui qui c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. Donc, dans cette allure, si on n'arrive pas vraiment à maximiser sur le changement de mentalité, ça sera très compliqué aux gens de se dénoncer. Et si les gens n'arrivent pas à se dénoncer, on peut mettre en place toutes les lois, tous les programmes, etc. Ça ne va pas marcher. Voilà. Mais quand même, Fidèle, est-ce que nos communautés, est-ce que peut-être nos proches, celles qui sont dans la peau d'accusateurs, qui vont venir te juger que voilà, tu as dénoncé ton père, tu as dénoncé également ta mère, est-ce qu'ils se rendent compte de l'impact de ces violences-là sur les victimes ou les survivantes? Sûrement pas. Il y a d'habitude on dit en Afrique que les personnes, les Africains ont une mentalité un peu plus forte que on est capable de tout supporter. De tout supporter et autres. Donc, on te dira, mais bon, tant que tu n'es pas mort, c'est que ça va. Ça va. On ne sait pas qu'en fait, tu es morte en toi, en fait, quoi. Tu n'as plus d'âme, tu n'existes plus en réalité. C'est juste un corps qui est en train de se balader, mais on se dira, bon, tu n'es pas morte. Tu n'es pas la première personne à qui ça arrive, donc autant subir et ça va. La vie, il faut beaucoup prier. Ça va aller. Ça va aller. Donne-toi, remets-toi à Dieu. Et puis c'est Dieu a dû de pardonner. Voilà, Dieu a dû de pardonner. Nous sommes au moment de pardon. Nous sommes en fin d'année en plus. C'est l'occasion de pardonner cette personne qui t'a fait du mal. Sauf que non, on ne mesure vraiment pas l'impact que ça. On ne voit aussi pas les comportements que cette personne, cette victime-là a pour comprendre qu'en fait, cette situation l'a dérangé. Il faut l'aider. Donc, on ne mesure vraiment pas l'impact. Sauf si ça nous arrive à nous-mêmes. Je voulais même revenir là-dessus, sauf si ça nous arrive à nous-mêmes. Parce qu'on voit des personnes qui sont vraiment, comment je dirais ça, des antiféministes entre guillemets, qui sont du tout contre ce mouvement-là qui veut faire la promotion des droits des femmes. Mais lorsqu'elles voient leur sœur être victime de ces cas, et t'approchent, etc. et tout, comment tu peux nous aider? Mais juste après que tu leur as trouvé une solution, ils oublient carrément et ils reportent leur peau. Donc, il faut vraiment que nous soyons tout le temps des protecteurs, pas uniquement lorsque nous sommes dans la peau de victimes. Maintenant, Landry, étant donné que la communauté ne permet pas, bien peut-être ne facilite pas la dénonciation, étant donné qu'elle ne comprend pas ce que la victime vit, sauf si c'est elle-même qui la vit à sa place, est-ce qu'elles sont arrivées à mettre en place des as pour pouvoir gérer les violences à leur manière interne, pour que la victime ou la survivante puisse avoir gain de cause et que cela n'aille pas à la justice comme ils le veulent? Bien, ils ne font rien. Personnellement, ils sont arrivés à mettre en place comment appelle-t-on, un écosystème, un cadre pour que ça ne, ces bavures n'aillent plus pas loin, etc. Mais personnellement, moi, je suis contre. Parce que souvent, ils sont partis des noms ou bien des proverbes qui dit, excuse-moi, et comment appelle-t-on, les sales se lavent en famille, etc. Mais ça fait que ça garde des séquelles. On règle le problème à l'intérieur comme si c'était du partage de pain, excusez-moi le terme, c'est-à-dire, ok, il t'a fait ça, il s'excuse, c'est bon, va à la maison, c'est fini. Et c'est compliqué. Là-bas, la victime, premièrement, est touchée psychologiquement. Secondo, elle n'a pas eu gain de cause. Elle aura mal toute sa vie. Et elle va garder ses séquelles. Donc, il ne faut pas qu'on néglige les violences basées sur les gens. C'est quelque chose aujourd'hui qui touche vraiment notre pays. Et le fait de le faire en catimini, moi je peux le dire comme ça, en catimini, vont faire que les auteurs vont dire, ok, la dernière fois on a fait ça, on a réglé ça chez le chef. J'ai juste amené 2 bouteilles de gin. Donc, ok, je peux le faire encore. Si on ne sanctionne pas sévèrement ceux qui font ça, ça va continuer parce qu'on le règle en catimini. Voilà, je peux le faire. Mon nom n'est pas gâté, ok, je peux continuer. Donc, le fait de mettre en place ces cadres-là, hors justice, hors les mailles du gouvernement, pour dire qu'on est en train de régler ces trucs-là, c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens où ça va encore donner la force à ceux qui le font de continuer en fait. D'accord. Alors, dans les communautés, qu'est-ce qui se fait en réalité?
Parce qu'il y a beaucoup de survivantes qui racontent que même lorsque peut-être ils se dirigent vers la justice, peut-être vers les garants de la loi, on leur dit allez d'abord discuter de centre famille. Surtout lorsque ça touche des cas de famille, on te dit est-ce que tu as discuté en famille, vous avez essayé de régler d'abord. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on te renvoie vers la famille? Alors, très souvent, les mécanismes sont certes mis en place par la communauté. Jusqu'on a l'impression que ces mécanismes sont mis en place pour protéger l'auteur de l'abus, sans pour autant voir la personne, la victime ou bien la survivante, voir l'impact que cela a sur lui. Et aussi, nous parlons de relations de pouvoir. Si c'est moi qui est auteur et c'est moi qui ai plus de pouvoir dans la communauté, le chef va savoir aussi comment gérer ce cas. Ça, c'est sûr. Contrairement à si je n'ai pas de pouvoir et l'autre aussi n'a pas de pouvoir, il y aura d'autres manières de pouvoir gérer ce cas-là. Donc, il y a tout ça, ces choses-là qui biaisent un peu cette gérance au niveau de la communauté. Et ce n'est vraiment pas trop ça. Si on renvoie, comme l'a dit Landry, si on renvoie le cas vers la communauté essaie d'étouffer la situation pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Surtout quand on finit par avoir d'autres, je ne sais pas comment l'appeler, d'autres indicateurs qui rentrent en jeu. C'est-à-dire la personne qui a fait l'abus est père de famille. Si on l'attaque maintenant, ou bien si on le met en prison, ses enfants et tout ça là, qui vont en prendre soin. Et donc, on va essayer de revoir. Quand on essaie de mettre en place toutes ces choses-là pour pouvoir donner crédit à l'auteur, automatiquement, il y aura pas solution, il n'y aura pas de vraie solution, bien de vrais changements. Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau de la communauté. Certes, il y a des mécanismes, mais pas assez forts pour pouvoir maintenant condamner, sanctionner ceux qui sont auteurs de ces actes-là. Mais est-ce que vous pensez qu'en réalité, ce sont des sujets qui devaient être réglés par la communauté? Normalement, oui. Parce que à la justice, c'est les humains. La communauté aussi, c'est les êtres humains. Il suffirait peut-être de voir dans quelle mesure collaborer ensemble pour voir comment gérer ces cas-là. C'est-à-dire, même si on le gère en communauté, que les sanctions soient mêmes. Parce que la loi, c'est la loi. Et nous vivons dans un pays de droit. Si on t'amène un cas de viol, même s'il n'y a pas le commissariat dans la localité, il faut référer. Il faut avoir peut-être donné le pouvoir au chef canton, chef de je ne sais pas, de pouvoir aussi savoir comment gérer ces cas-là, mais sanctionner en fonction de la loi. Exactement. Ne pas dire non, on va gérer comme il n'y a pas commissariat à côté, personne n'a écouté, la loi n'a pas écouté, donc on va gérer entre nous. Mais savoir comment gérer ces cas-là, parce que nous sommes dans un pays des droits. On ne va pas gérer parce qu'il n'y a pas la loi là-bas. Voilà. C'est ça. Donc ça voudrait dire quand même qu'il faut que nous pensions à capaciter les garants de la loi jusqu'au niveau décentralisé, les chefs de quartier, les chefs de commune également, pour que, je pense actuellement même, étant donné que nous rentrons dans un système où on a les gouverneurs dans chaque région, il faut également que cette personne également puisse mener un combat assez énorme pour que peu importe là où se trouvent les défis, là où se trouvent des problèmes, on puisse réellement agir et le plus souvent très promptement. Et en parlant de ça également, je voulais qu'on fasse un clin d'œil à l'histoire très récente de violence basée sur le genre qui a secoué la toile au Togo à Lomé. Bon, pas à Lomé parce que l'événement ne s'est pas produit à Lomé et qui a mis en lumière la persistance des violences basées sur le genre et surtout du mariage forcé, du mariage précoce. J'avoue que beaucoup de personnes étaient choquées en mot du genre, ouh, il y a encore le mariage précoce au Togo. Il y a des personnes qui nous ont contacté même de l'extérieur qui ne comprenaient pas, ils se disaient que comment ça se fait. Alors Landry, comment tu as appris l'histoire? Est-ce que ça t'a choqué ou tu étais en mode du genre, bah, ça existe? Ça choque toujours, hein. Ça choque toujours. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai appris en même temps, bon, moi je ne suis pas du genre à en même temps commencer à dire quoi que ce soit si je n'ai pas des preuves. Donc j'ai appelé certains amis qui sont dans les Nations Unies, dans les organisations qui ont confirmé l'histoire. J'étais vraiment choqué et en même temps, moi je suis coordinateur d'une ONG qui lutte aussi pour les violences basées sur le genre. En même temps, on a sorti une affiche et un document directement parce que le temps là, on devait aller à l'ONU pour essayer de présenter nos rapports. Et en même temps, on a pris ça, on l'a compilé. En même temps, on a dit que voilà, on dénonce fermement ces genres d'atrocités. Parce que moi, je pense que c'est, excusez-moi, mais pour moi, c'est un crime contre l'humanité. En fait. Ça fait vraiment mal, en fait. C'est pas pour les autres, mais pour moi, c'était vraiment
c'est comme si tout le travail qu'on est en train de faire, ça ne porte pas vraiment ses fruits et ça, c'est décevant en fait. Et souvent, si tu ne sais pas contrôler tes émotions en tant qu'activiste, tu vas commencer à vraiment partir en vrille sur les réseaux sociaux. Et les gens vont te dire, ouais, voilà, pourquoi ça te fait mal, etc. Voilà. Alors que c'est un enfant, et c'était vraiment compliqué. Ça a fait qu'aujourd'hui, en même temps, nous avons revu tout notre plan d'action au niveau de notre ONG, parce que qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé. Et si ça arrive à Lomé, aux cousins, etc., qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? Ou on n'arrive pas vraiment à mettre l'accent pour que chaque fois, les mêmes choses se font, alors que chaque fois, on est sur des projets, des activités qui doivent vraiment faire freiner les violences basées sur le genre. Et voilà, Fidèle là, a mis en lumière ça aujourd'hui, c'est la dénonciation en fait. Et aussi, il y a aussi quelque chose, le fait que la communauté soutienne ça indirectement. Et souvent, quand il y a problème d'argent dedans, c'est encore très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je dis des fois que ça, c'est devenu comme un esclavage en fait, parce que les gens changent leurs enfants pour payer des dettes. Moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est vraiment impensable en fait, voilà. Alors, Fidèle, comment toi tu as vécu cette histoire? Moi, ça m'a pas choqué. Désolée si ma réponse vous choque, mais moi, ça m'a pas choqué. Ça m'a choqué aussi ta réponse. Ça m'a pas choqué parce que Justine, c'est le nom, du moins ce qu'on lui a donné, je sais pas si c'est le vrai nom. C'est le cas qui a été mis sur les réseaux, c'est ce qu'on a vu. Mais il y a tellement de cas qu'on voit. Il y a plusieurs Justines. Voilà. Il y a plusieurs Justines qu'on ne voit pas forcément. Des cas qui sont traités des fois en off. Les organisations internationales comme nationales arrivent à sortir certaines de ces situations, mais d'autres sont dedans. On a des filles de 11 ans. Actuellement, il y a un cas comme ça, une fille de 11 ans qui est mise en mariage par sa maman, le papa n'est pas là. Le papa est décédé. Pour quel motif? 60 000 francs. Oh Seigneur. Donc c'est moins que l'argent de Dieu. Le pourquoi ça ne m'a pas choqué, voilà. Parce qu'il faut être en communauté pour comprendre ce dont je parle. Non, mais moi, personnellement, je ne te coupe pas Fidèle, mais moi, ça m'a choqué. Et ce qui m'a choqué, tu viens de le soulever, c'est le montant. Parce que moi, je ne t'accuse pas, Fidèle. Tu vas avoir AVC si tu es choqué. Je ne t'accuse pas, Fidèle. Mais je pense que s'il faut peut-être que, je ne sais pas, la moitié peut-être de tes revenus du mois, ça puisse permettre à ce que tu sauves une fille de ça chaque mois, il faut le faire. Parce que je me dis 60 000, 70 000, 80 000. Oui, sauf que tu ne vas pas avoir l'information à temps. Attends, mais moi personnellement, ça m'a choqué. J'ai passé quand même une journée horrible où j'arrivais pas à comprendre. On était deux. À comprendre. Genre, j'arrivais pas. Je me dis, mais il y avait beaucoup de personnes. Et c'est là même que j'indexe la communauté. Il y avait beaucoup de personnes dans la famille. Il y avait les coépouses qui étaient là. Apparemment, la maman, on n'a pas les informations concernant la maman. Les personnes disent que la maman aurait pris la fuite parce qu'elle ne supportait pas. Mais tu as pris la fuite, tu as dit à qui? Il n'y a pas de personnes qui vivaient dans le quartier. Donc, personne n'a pas 60 000 pour donner pour sauver la fille, là. C'est magnifique. Vraiment magnifique. le mot qu'il faut, magnifique. Parce que je pense qu'arrivé un moment, il faut que nous tous, nous prenions nos responsabilités. Et pour Justine, le seul post que moi j'ai fait, lorsque le ministère de l'Action sociale a sorti la fiche annonçant son décès, moi j'ai juste dit, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables de la mort de Justine. Parce que je suis sûre que dans le quartier, le chef quartier ne va pas dire qu'il n'a pas 60 000. Bon, je ne dis pas qu'ils sont au courant. Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive vraiment à garder ces violences-là en telle sorte que ça ne sort pas dehors? Personne n'est au courant que la fille de 8 ans là était au foyer. C'est assez compliqué. J'ai l'impression qu'arrivé un moment aussi, nous fermons les yeux. Parce qu'on se dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Tant que ce n'est pas moi, je ferme les yeux. Je me concentre sur mon enfant et c'est pas du tout intéressant. Actuellement, j'arrive même plus à parler parce que je sais pas qui intercède dans l'histoire. Si c'est le monsieur... C'est tout le monde. C'est tout le monde. Exactement. Bon, il y a les premiers coupables, il y a les seconds coupables, etc. Non, moi, je ne pense pas qu'il y a les premiers, seconds. On est tous coupables, c'est au même niveau en fait. Et pourquoi je ne suis pas choquée? Parce que si je vais être choquée à chaque fois que j'écoute ce genre de choses, je risque de mourir vite. Voilà. Donc j'ai fait le choix. C'est pas que l'histoire ne m'a pas touchée, mais j'ai fait le choix de ne pas être choquée par ces genres de cas-là. Parce que autant de choses que j'entends, je vais mourir. Donc, pardon. Faut pas, je vais avoir AVC dans cette situation-là. Mais si nous prenons
quand on parle de mariage forcé, les gens même pensent que en fait c'est juste les jeunes filles. Hein. Moi, j'ai un cas où on donne une fille de 25 ans en mariage, c'est un mariage forcé. Exactement. Et le souci dans ce cas-là aussi, c'est que la personne a plus de 24 ans et des fois, certaines ONG n'arrivent pas à pouvoir traiter ces cas parce que les dispositions sont mises en place pour les moins de 18 ans, les moins de 24 ans. Et elle a 25 ans, on ne peut même pas la faire sortir de cette maison-là où on la garde. C'est compliqué. Vous voyez, donc, même une femme de 98 ans peut avoir un mariage forcé. Si son mari meurt, le tout de veuvage, des trucs comme ça, on lui dit marie le petit frère. Tout le monde est susceptible de vivre ces violences-là. C'est ce qu'on oublie. Mais il faut quand même briser le cycle à un moment donné. Oui. Sinon, on risque de me dire prochainement que c'est fidèle, on donne un mariage. Qui sait, peut-être. Je ne saurais pas quoi faire. C'est ça. En fait, le souci, c'est que ces communautés-là, il y a ce souci de manque d'information. Le manque d'information aussi fait. Ça me fait mal. Mais je me tourne vers qui? Exactement. Je dis à qui? Je dis à qui? Exactement. Je crois que la maman de Justine, c'est juste une supposition. Je ne vais pas dire que c'est exactement ce qui s'est passé. Supposons qu'elle n'avait pas l'information. Elle avait mal, certes, qu'on donne sa fille en mariage. Mais elle n'avait pas l'information, elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle reste là, à pleurer chaque nuit, chaque jour. À qui la faute maintenant si l'information n'arrive pas? C'est là je dis à tout le monde en fait. Finalement, c'est à nous toutes. Pourquoi on reste à Lomé en tant qu'activiste pour faire des actions et ne pas aller à l'intérieur du pays pour pouvoir le faire? C'est pourquoi je dis la faute, tout le monde est coupable. On ne va pas dire le premier est coupable, le premier acteur, c'est-à-dire le mari de... Le coupable principal, le coupable secondaire. Non, pas du tout, parce que je suppose aussi que si lui aussi était au courant, savait qu'il y avait des lois comme ça. Et par exemple, l'ONG, je vais dire comme ça, j'ai eu une ONG qui travaille dans ce sens-là, il aura peur parce qu'il sait que nous sommes là dans la communauté. Oui. S'il fait ça, on va l'attraper. Exactement. Pour rancher, je te coupe pas, pour rancher, la dernière fois j'ai mis en lumière aussi un problème, c'est que les activistes que nous sommes, on attend juste chaque fois les renforcements de capacité et ça se fait seulement la plupart du temps à Lomé. Les formations, c'est à Lomé, etc. Maintenant, nous qui sommes, ou bien nous qui sommes les bénéficiaires de ces formations, s'il n'y a pas ces ONG-là qui nous accompagnent, qui nous amènent à l'intérieur pour d'autres activités, nous-mêmes, on ne prend pas sur nous les initiatives. C'est rare de voir des activistes perso sortis de Lomé et de faire des activités. Vous imaginez aujourd'hui, on est entre 3, 4 000, 5 000 activistes et la plupart, certaines personnes se proclament activistes féministes. Au moins, sur un an, dis-toi, ok, moi aussi, je vais aller à Corvier. Je vais aller rencontrer quelqu'un là-bas et faire une sensibilisation peut-être au groupe de femmes de l'église catholique. En langue locale surtout. C'est le problème aussi. Si nous tous on le faisait, ce problème d'information n'allait pas manquer. Mais on attend que les bailleurs nous forment, nous donnent encore de l'argent, nous mettent dans voiture, etc. Qui dit que les jeunes sont dans les hôtels. Oui. Dans les hôtels, on est bien. Exactement. Voilà. On prend des photos et on fait des articles lourds. Oui, des pédiens. Exactement. Des pourchasseurs de pédiens. Alors que quand nous traversons notre frontière, quand tu vois d'autres activistes, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Ce sont des gens qui ne veulent pas per diem avant de faire. Ce sont des gens qui défendent des causes réelles et ce sont ces personnes-là qui attendent des changements. Des changements. Et ils sont des acteurs de ce changement. Aujourd'hui, on dit on est des acteurs de ce changement. Demandez à combien d'activistes à mener des activités privées, c'est vrai quand même. etc. Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, bon, si ce problème-là se pose aussi, il faut aussi que nous aussi, on prenne nos parts de responsabilité dedans en tant qu'activistes. Je pense que tout le monde est coupable. Voilà. C'est ce que je disais, tout le monde est coupable. Tout le monde. Que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, la famille, le quartier, l'église, que ce soit les activistes, le gouvernement aussi est coupable. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable dans cette affaire-là. Nous sommes tous des tueurs de Justine. Et j'espère que d'où elle est actuellement, elle pourrait nous pardonner. Je pense que c'est pas évident. J'aimerais ajouter quelque chose aussi qui se passe dans les communautés qui rend un peu compliqué le traitement de ces cas-là. Nous sommes en Afrique. Il y a le mysticisme qui agit très fortement dans ces genres de cas-là. Je suis témoin. Voilà. Il y a certaines communautés, vous voyez le cas. Vous savez que la fille est mineure. Mais là, d'où vient aussi l'importance d'avoir un acte de naissance, de faire l'acte de naissance et autres à son enfant, où on doit exiger en fait. Si tu ne le fais pas, on peut même te poursuivre normalement. Parce que c'est cette faille-là qu'on donne à la chose. Tu vois la petite fille, on dit elle a 18 ans. Ah oui, c'est vrai. Quelle est la preuve? Pas de preuve. Zéro. Never. C'est ce que on ne l'a même pas inscrite quelque part sur un registre où si on ne te montre pas directement l'acte de naissance, tu iras voir dans le registre si exactement on est en train de mentir ou pas.
Maintenant, on dit elle a 18 ans. Maintenant, le mysticisme rentre en jeu à partir du moment où on la met dans un truc où elle-même te dit elle est d'accord pour aller en mariage et qu'elle a 18 ans. Tu fais comment? On l'a plongé dans l'illusion. Voilà. C'est vrai, On la plonge dans l'illusion où c'est peut-être après un enfant, 2 enfants, bien elle est enceinte avant de se rendre compte et puis c'est fini quoi. Elle est déjà dedans, malheureusement. Voilà. Ça. Donc, le traitement de ces cas sont tellement compliqués. Justement, le pourquoi, Landry, tu as raison. Il faut qu'on aille au-delà de Lomé, au-delà de nos contrées. Pour Mais il faut pouvoir prier vraiment- beaucoup d'abord. Et ça aussi, c'est important. Non, je pense également que vous avez soulevé l'autre point également, c'est le poids, hein, le poids de nos traditions, le poids de nos coutumes également, qui fait que des fois, la plupart des victimes ont peur de dénoncer. Imaginons, on te donne en mariage à un grand chef religieux et il te dit que si tu quittes de la maison, je te tue. Exact. Et tu es peut-être témoin de ses pouvoirs mystiques, tu es témoin de tout ce que cette dernière a eu à faire aux gens. Tu auras peur et tu vas rester Donc, tranquille. Ou bien carrément, Dieu va te juger. Ah voilà. ouais, c'est ça. Et on Dieu va va te revenir juger. donc sur également l'Église et sur Ah. la Bible. Comment cette dernière se positionne par rapport à la dénonciation, jusqu'à même à l'enfermement des auteurs. Moi, sincèrement, Parce que je pense quand même que dans les 10 commandements, on a dit tu ne violeras point. le vieux qu'on a mis dans la Bible là-bas, C'est différent. pour eux, c'est différent en fait. Pour eux, c'est Tu ne différent. voleras. Tu ne- Dans les 10 commandements, c'est tu ne Moi, voleras. dans ma Bible, là, j'ai ajouté I. I. Donc, je lis, tu ne violeras point. Tu ne violeras point. Et dans l'autre Bible également, il y a Dieu qui demande de pardonner 7 fois, 7 fois. Je pense également que ça reste l'un des versets que la plupart des personnes utilisent pour dire que Dieu a dit de pardonner. Tu n'as pas le droit d'enfermer ton prochain. Comment tu te positionnes, toi fidèle, en tant que chrétienne? Ouais, Fidèle, tu es chrétienne? je suis chrétienne. Fidèle, elle Je est suis chrétienne, hein? chrétienne, chrétienne Est-ce fervente. que tu pardonnes comme Dieu a demandé? Je pardonne comme Dieu l'a donné, mais il y a des Les limites. limites. Il y a sûrement Toi-même, des tu as limites. ajouté dans la Bible. Oui. Tu as pris vite, tu as ajouté. Il y a des limites. Tu pardonneras sauf. Il y a des limites. Je suppose que la Bible, dans la Bible, quand j'ai, du moins en tant que chrétienne, je n'ai vu nulle part où il est écrit une partie que un homme a frappé sa femme. Bon, je ne Ouais. sais pas, hein, je ne suis pas grande lectrice de la Bible, mais je n'ai vu nulle part où il est écrit qu'un homme a frappé sa femme, Je confirme. où il y a violence. Ah, d'accord, merci. Où il y a eu violence ou bien quoi que ce soit. Donc, si la Bible que nous sommes tous en train de suivre n'a pas écrit ça, ou on a toléré ça, pourquoi moi je vais le tolérer? D'une manière ou bien d'une autre. Je n'ai pas à tolérer cela. Par rapport à ma position, par rapport à ce que l'Église et notre communauté, je me sens un peu mitigée parce que pour certains, ils comprennent et ils sensibilisent. Mais pour d'autres, ils te diront Marie s'est mariée à 16 ans. Bon, je ne l'ai pas lu dans C'est la écrit Bible. dans la Bible. Voilà, c'est ce que je suis en train de Qui a dire. sa naissance? Je ne sais pas. Ils te diront même Marie s'est mariée à 16 ans. Laissez ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas lu, je n'ai lu nulle part où on a écrit que Marie s'est mariée à 16 ans. Donc, je ne peux pas accepter cet argument-là. Je ne sais pas où vous avez vu les historiens qui sont allés fouiller pour comprendre, mais moi, je ne peux pas tolérer cela. Et aussi, en matière de violence, très souvent, nous, les activistes, on ne force pas quelqu'un à dénoncer. Ça dépend du sentiment qu'a la personne. La personne, malgré le niveau de violence qu'on peut lui donner, peut dire « Moi, j'accepte de pardonner. » On respecte son choix. Et je pense que l'Église peut respecter le choix là. Mais à partir du moment où la personne dit « Je ne peux pas pardonner » et a besoin de dénoncer pour que son cœur soit calme, laissez-la dénoncer. Ou bien laissez la personne dénoncer. On n'a pas le droit d'exiger à une personne de pardonner pendant que son corps n'est pas en paix. C'est moi ma position par rapport à cela. Ouais. Merci. Non, toi, tu ne pardonnes pas. Non, je ne pardonne pas. Landry, comment tu te positionnes donc par rapport également à la Bible, par rapport à la religion? Je tiens à dire que chaque jour, ce sont des débats magnifiques qui se passent entre moi et ma mère, vu que ma mère est pasteur. Ah, Ok. d'accord. Le même Bible qui dit de pardonner, et la même Bible, excusez-moi, la même Bible aussi dit encore œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, il y a certains trucs, ce n'est pas le fait que tu pardonnes qui veut dire que voilà, tu laisses couler en fait quoi. Tu peux pardonner quelqu'un, oui, je te pardonne, mais ce que tu as fait mérite des corrections. Même Dieu a fait des exemples là-bas. Dieu te pardonne, mais on te corrige. Je peux pas, on va pas rentrer dans la Bible en fait. Mais maintenant, prendre le livre là comme support pour donner raison
de pardonner, de laisser couler. Excusez-moi, si c'était la fille du pasteur, on a fait ça, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Comme vous l'avez dit, comme c'est pas moi, je peux dire facilement qu'on n'a qu'à pardonner en fait. Moi, aujourd'hui, la religion a un poids en Afrique, surtout le christianisme a tellement un poids que les gens écoutent plus le pasteur que le président de la République même. Je ne vous mens pas. Du coup, si aujourd'hui, cette religion-là, dans toute sa splendeur où on dit c'est le bienfait, l'amour de Dieu, etc., ne peut pas réprimander les auteurs de ceux qui font des trucs bizarres, c'est pas très bien, ça ne sonne pas bien en fait. Je suis pour le pardon. On a fini de te pardonner. Maintenant, assume les conséquences de ce que tu as fait. C'est ce que moi je dis en fait. C'est partout. On peut te pardonner, etc. Dieu pardonne chaque fois. Tout ce qu'on fait, Dieu pardonne. Mais ne veut pas dire que si tu as semé, tu ne vas pas récolter. C'est la même Bible qui a dit ce que tu as semé, tu vas récolter. Donc si tu as fait des trucs mauvais, assume. On va te pardonner quand même, mais il faut que tu assumes. Et que voilà, laissons les personnes dénoncer. Et que comme toi-même, tu as été responsable des actes que tu as fait, les violences basées sur le tu as fait des trucs qui ne sont pas bons. Assume. Au calme. C'est fini. Et je pense également que, comme tu l'as dit, nous sommes dans un continent qui est très très religieux, et pas seulement également le christianisme, également il y a la religion musulmane, des personnes qui sont athées, qui ont tellement une certaine confiance en leur pierre taillée que lorsqu'on te dit que la pierre taillée veut que tu ailles épouser ce vieux, tu n'as d'autre choix malheureusement que de le faire. Et je pense... Il y a aussi un anecdote. La dernière fois, j'étais parti au Bénin pour Vejou Days. Ouais. Je tiens à préciser que j'ai fait des documents fascinants. Vous voyez, excusez-moi, je ne peux pas dire les animistes, ceux qui font les cultes traditionnels. Il y a certains de leurs cultes, tu violes quelqu'un, tu meurs. Ah, rapidement même. Tu fais certains trucs, tu bois, tu violes, tu convoites la femme. Les 10 commandements, tu ne respectes pas. C'est pas qu'on va te dire que tu vas marcher, tu meurs automatiquement là-bas. Donc, il y a certains trucs aussi, quand tu découvres, tu dis, waouh, c'est fascinant. Souvent, comme l'a dit, l'être humain est fascinant quand il n'y a pas de règles. Où tu fais, tu meurs. L'être humain ne comprend pas en fait. Quand j'ai compris, j'ai dit, pourquoi c'est pas partout en fait? Non, je pense qu'au fait, Landry, l'autre revers de la médaille, c'est que dans ce cas de pratique, on ne laisse pas la justice faire son travail. On se dit que tant qu'il a commis l'acte, le vaudou va le punir. En fait, c'est dans cette même logique également que la Bible aussi se positionne. Parce que Dieu a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Dieu a dit que la bataille ne nous appartient pas, que la bataille Évangéliste Dorcas. Ouais, alléluia. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Ah, c'est complexe. Non. En fait, c'est assez complexe qui fait que des fois, même dans ce cas, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas eux qui le tuent. C'est pas un peu comme notre loi où on part t'enfermer. Eux, je ne pense pas également qu'ils ont une cellule où on va garder la personne. On va dire que tu restes là-bas jusqu'à ce que le vaudou ne te frappe. Non. On va dire que peu importe là où tu iras, le vaudou te frappera si tu l'as réellement fait. Et voilà. Alors qu'on oublie qu'il y a d'autres personnes qui iront prendre d'autres pouvoirs mystiques pour se protéger et surpasser l'effet de ce vaudou-là. Il y a aussi ça. Donc ça fait que des fois, on laisse ces personnes dire que Dieu va te punir, Dieu va faire, toi ne prends pas la bataille à cœur, laisse la bataille à Dieu, toi pardonne, etc. et tout. Dieu a beaucoup de batailles à mener. Dieu a beaucoup de batailles à mener. Et donc finalement, la victime aussi, elle est en mode du genre, non, je ne vais pas porter plainte parce que je laisse ma bataille à Dieu. Donc ça fait que des fois également, il faut peut-être que nous coopérons, comme elle a dit, que nous coopérons vraiment avec tout le monde, avec les leaders religieux, les leaders communautaires, avec la loi, les chefs coutumiers, pour qu'on mette en place un processus réel où les victimes sont libres. Parce que je me dis également que si la victime aujourd'hui n'a pas la force de dénoncer, c'est pas aussi évident. C'est pas facile. Il y a des personnes où c'est pas mon père, c'est pas ma mère, mais je n'ai pas la force de le faire. Avec l'arsenal judiciaire aussi qui peut être un peu long, je me dis que non, je préfère... Écouteux même. Écouteux. Je préfère laisser à Dieu. Donc je pense également qu'il faut que nous travaillons, nous collaborons ensemble pour que, si je ne peux pas le faire, l'Église peut décider que, ok, on a violé une de mes servantes, c'est comme ça on les appelle. Vitelle, voilà, une de mes fidèles, je prends à cœur de dénoncer et en même temps on lance la procédure parce que le viol c'est un crime. Donc qu'il y ait dénonciation ou pas,
Normalement, le procureur peut normalement se charger de l'affaire. Il dit que voilà, il y a ça et ça, surtout pour les mineurs qui normalement sont censés être protégés. Maintenant, l'autre chose également, Fidèle, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que la communauté est là, la communauté elle est très forte. Peu importe ce qu'on dira, ça reste quand même les garants de nos us, les garants de nos coutumes. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir en tout temps et en tout lieu. Comment on peut faire aujourd'hui pour que cette personne-là devienne nos alliés? Est-ce qu'ils vont accepter automatiquement qu'on enferme les gens de leur quartier s'ils sont des violeurs, etc.? Quelle est l'approche que tu penses qu'on doit utiliser aujourd'hui pour pouvoir venir à terme à ces violences? C'est là que, en tant qu'activiste, nous rentrons en jeu, premièrement. Je suis sûre que si on fouille dans presque tous les quartiers de Lomé, on aura au moins un activiste. Qu'est-ce que nous faisons dans nos quartiers? Est-ce qu'on nous connaît premièrement dans nos quartiers? Ouais. On te connaît, on va te frapper après. Et je vais même plus loin, dans nos églises. Ah ouais. Qu'est-ce que nous faisons? Tu vas dire que tu es activiste dans l'église? Moi, je fais. Je fais des formations dans ce sens. Bon. Sur la santé reproductive, des questions même où on ne touche presque pas. Non, Fidèle, tu vas aller au paradis. Amen, amen. Sauf si elle cesse d'être métisse. Parce que Dieu est contre ça. Les gens ne comprennent malheureusement pas ce qu'on veut dire par métisse. c'est Mais mieux comme vous allez ça. comprendre après. Parce que je ne suis pas métisse, mais je suis métisse. On a Voilà. compris là. Oui, moi je pense, qu'est-ce qu'on fait? Parce que s'il faut changer, premièrement, il faut changer notre maison. Même dans notre propre maison. Dans notre propre maison. Tu es dans Famille. une maison de location. Il y a des violeurs dans la maison. Là. On viole la petite fille. On a violé la petite fille. Tu as vu, tu n'as rien dit. T'as peur. Mais quand même, tu pars faire atelier. Ah. Et un peu partout. C'est toi qui prends le micro pour Pour expliquer. parler Je veux te dénoncer. J'ai vécu un cas. Vraiment. Mais j'ai mal. C'est compliqué. Faut C'est pas avoir compliqué. mal. AVC. Il faut qu'on commence par là. Proposons des choses. On a tellement d'outils en tant qu'activistes. Hein. Les ateliers auxquels on participe, il y a tellement d'outils qui sont développés sur la transformation de la mentalité, la transformation de genre, des approches, tellement d'outils assez fascinants. Où on peut organiser un petit truc d'1 heure de temps. On part, on discute avec le chef du quartier. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire avec les jeunes. Tu commences peut-être par le leadership, la confiance en soi, l'estime de soi, des trucs de ce genre. Après, tu rentres dans la santé reproductive. Tu sais que les jeunes sont intéressés. Après, tu appelles les mamans pour parler de comment il faut parler de santé sexuelle avec leur enfant. Ils commencent par te connaître un peu. Tu ramènes ce sujet de violence. Tu leur mets dans le contexte si c'était toi. Des trucs de ce genre à développer un peu en allant. Exactement. Tellement de choses qu'on pourrait faire dans notre communauté. Bon, au-delà du fait qu'on est activiste maintenant, les ateliers que nous faisons et autres, ce serait mieux aussi qu'on le fasse avec la communauté. Parce que nous, on est déjà formés. En tant qu'activiste, on a déjà les éléments qu'il faut. Mais les personnes qui sont le plus concernées, c'est la communauté. Je ne le dis pas, bon, peut-être que les gens vont mal le prendre, mais les chances que moi ou bien Dorcas ici, on subisse des violences sont un peu plus minimes que par rapport à certaines personnes. Parce que nous, on a l'information. Et les gens savent qu'on a l'information et qu'on peut marcher sur cette information-là pour les dénoncer. Donc, c'est pas que c'est pas possible, hein, Si. mais c'est moins. Mais je ne te soutiendrai pas dans cette histoire, mais j'ai un peu l'impression que les activistes sont quand même des fois les cibles des personnes. Peut-être on en reviendra dans un autre débat, mais je pense également que le pourquoi la plupart des personnes ne veulent même pas s'afficher dans leur quartier également, c'est par peur d'être des cibles. On se dit, ah bon, non, c'est toi qui fais ça, non, on va te montrer. Et des fois, même on s'organise en bande organisée pour te montrer réellement. Et malheureusement, même tu ne vas même pas connaître le visage de la personne, tu ne sauras pas quoi faire, mais eux, ils vont atteindre leur but. Le but, c'est celui de montrer à la communauté que la personne qui vous dit qu'elle peut vous protéger ou qu'elle a les outils, elle-même n'est pas arrivée à le faire. Donc, je pense également que c'est comme la dernière fois on a fait. Qui protège ceux qui défendent les gens? Exactement. C'est comme actuellement au Sénégal, je pense qu'il y a les féministes qui sont actuellement, je sais pas, convoquées parce qu'elles auront écrit des postulats pour dénoncer les cas de violence, etc. et tout. Qui les protège? Il y a des personnes aujourd'hui qui ont peur de s'exprimer, malgré qu'on a la liberté d'expression, mais c'est la liberté après expression qui n'est pas confirmée. Oui, ça c'est sûr. Donc, je pense également qu'il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on se positionne en tant qu'activiste, il y a beaucoup de choses. C'est bien donc on va se dire que peut-être que nous,
on est un peu outillé sur comment éviter, comment feinter, même si actuellement on n'est pas censé, je sais pas, on te dit que ok, cette nuit ne fait pas ça, ne fait pas ça. En fait, automatiquement ou instinctivement, nous-mêmes on développe certaines choses qui disent que lorsque tu rentres dans un quartier, tu vois que non, ce quartier n'est pas bien, tu tournes. Ouais. Parce que peut-être au cours de ton activisme, tu as eu des cas comme ça. Ce que la petite fille à la maison, elle ne sait pas. Donc peut-être c'est que nous-mêmes, on arrive à mettre en place des garde-fous, mais des personnes nous cherchent, hein? Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais dans ce sens aussi où, en fait, tu vas remarquer que les violences que tu vas subir sont différentes de ce que quelqu'un va subir dans la communauté. J'ai au début de l'émission parlé des différentes formes qui sont changeantes au jour le jour. Par exemple, tu vas subir peut-être des harcèlements en ligne qui ne seront pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas l'information subit ces violences en ligne là. Tu vas forcément subir peut-être, même si je touche du bois, tu est ciblé par le revenge porn, la manière dont sera fait est différente de la personne qui n'a pas l'information. C'est dans ce sens-là que je parle de la communauté qui n'a forcément pas l'information là. Certes, tu es susceptible aux violences, mais il y a d'autres formes de violence auxquelles tu es plus susceptible. Voilà. Donc le mieux, c'est que tout le monde, et il y a aussi le problème où c'est parce que tout le monde n'a pas l'information qu'on te trouve comme cible. À partir du moment où on sait que toutes les filles de Lomé ou bien toutes les filles de Thiévier et de Cara ont l'information, tu n'es plus cible en fait. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on touche quelqu'un, il y a la communauté, il y aura la mobilisation. C'est à ce niveau-là qu'on devait arriver. Que tout le monde, que ce soit pas seulement 4000 jeunes activistes ou bien 5000 jeunes activistes, mais que ce soit tous les jeunes qui sont susceptibles ou bien qui sont capables de pouvoir se défendre sur certains sujets. On sait que les violences, c'est compliqué et comme je l'ai dit, c'est évolutif. Mais quand même, on est aguerri à pouvoir se défendre au cas où. Voilà, d'accord. Alors, bon, peut-être même je te laisse revenir sur la réponse que tu nous donnais aujourd'hui. Quelles sont les interventions qu'on doit faire? Les interventions efficaces qui peuvent porter de fruits pour que peut-être au niveau de nos communautés, on puisse gérer autrement les cas de VBG. Oui, et comme je le disais, la première des choses ou bien la base, c'est le changement des mentalités. Donc, c'est de ça que je parlais. On peut certes avoir des lois, on peut certes avoir les mécanismes, on peut même mettre des commissariats anti-viol et autres anti-VBG dans tous les quartiers. Mais si les changements de mentalité ne sont pas faits, les dénonciations ne se feront pas aussi. Donc, c'est quelques indices ou bien quelques astuces que j'ai données. Mais il y a quand même plein de choses à faire pour pouvoir atteindre le changement de mentalité, pour pouvoir faire évoluer la communauté et éviter ces violences-là. Voilà. D'accord. Alors, Landry, quelles seront peut-être toi tes propositions d'axes d'amélioration dans la lutte que nous menons aujourd'hui, chacun à son niveau, pour pouvoir mettre fin au cas de VBG? Aujourd'hui, je pense que ce que je vais dire va encore choquer, mais je pense que les activistes doivent mieux s'outiller. Tout ce que nous avons comme information, comme formation, il est temps maintenant qu'on aille sur le terrain. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, quand tu es activiste, c'est difficile que tu sois victime de ces violences basées sur la... Imaginons maintenant qu'on vient dans une communauté où un activiste arrive à créer des liens et des clubs de ces personnes vulnérables. Là, c'est plus... Tu protèges plus ces personnes-là contre ces activités que d'attendre que, je donne un exemple, ONU-Femmes t'envoie pour que tu viennes faire une sensibilisation d'une journée et repartir. Aujourd'hui, nous sommes déjà outillés à maximiser plus sur la sensibilisation et le changement de mentalité. Il y a aussi un phénomène. Les chefs religieux, les chefs coutumiers, la communauté, excusez-moi le thème, quand ces organisations-là les abordent, ils ne disent pas non. Ils disent oui et ils suivent les formations juste par respect. Intérieurement, ils n'ont pas changé et ils vont continuer de soutenir ces genres de trucs dans l'ombre en fait quoi. Ils disent juste oui parce que voilà quoi, ils sont respectueux en fait. Maintenant, il faut que ce changement de mentalité que nous allons appliquer maintenant, faut pas forcément que ce sont les organisations internationales là qui viennent changer les mentalités de la communauté, mais il faut que ce sont les natifs de cette communauté là, c'est-à-dire nous, les enfants là, qui sont le porteur de ce changement là dans nos communautés. Ce qui va créer un autre effet en fait. Moi, je prends un exemple. Quand j'ai commencé à être activiste, je me suis permis de dire que je suis activiste féministe. Il a fallu que je change tous mes comptes, que je déménage.
Parce que les gens pensent que quand tu es un garçon, que tu es activiste féministe, c'est que tu es, excusez-moi, tu es de l'autre l'Orient. bord. Voilà. C'était vraiment compliqué. J'ai vu certains de mes amis, on a commencé, mais ils n'ont pas terminé en fait. Mais il faut aussi savoir que quand tu te dis que tu es activiste, il faut savoir qu'il n'y a aucun combat. Tu peux jamais aller à la guerre sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Il n'y a aucun combat que tu peux mener sur cette planète sans avoir des conséquences. C'est parce que tu t'es dit que je suis activiste. Donc, il y aura forcément des conséquences. Mais si chaque fois on doit s'arrêter sur ces conséquences, ça sera très compliqué. Aujourd'hui, c'est les personnes qui sont plus susceptibles à changer ou bien à améliorer ce combat-là, ou bien ce combat-là, c'est nous, les activistes. Parce qu'on nous a déjà renforcé. Quel renforcement de capacité on va encore faire aux activistes togolais qu'on n'a pas encore déjà fait? Bon, je me le demande. Merci beaucoup Landry quand même. Je pense que les activistes ont compris. Et également, comme l'a souligné également Fidèle, nous avons compris. Hein. Je pense que vos interventions allaient dans le même sens. C'est que nos activistes, il faut que les activistes prennent conscience de leur rôle majeur dans la communauté, que ce soit dans les quartiers, dans l'église, etc. Et tout. Dans nos villages aussi. Dans nos villages, hein, et surtout aller dans le milieu reculé, le milieu rural. Là où il n'y a pas de lumière. Voilà, qui est le plus souvent délaissé par les différentes interventions que nous menons. Il faut que nous faisons l'effort d'y aller. Mais au même moment, c'est l'occasion de faire appel à l'église, à nos traditions, à nos chefs religieux, à ces garants des us et coutumes que nous vénérons, que nous respectons très, très, très fortement, mais de leur rappeler qu'aujourd'hui, ils sont très invités dans cette lutte. Nos communautés vous écoutent, nos communautés ont confiance en vous, et nous sommes très rassurés que si vous prenez à cœur cette lutte, il y aura des changements énormes. Alors, très chers vénérés, garants des us et coutumes, nous voulons vous voir encore beaucoup plus à l'œuvre pour que ces vices puissent quitter définitivement nos communautés. Alors, c'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup d'être resté connecté. Merci d'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de vos chaînes santé.